Merci de nous rejoindre pour le 13h de la télévision du Burkina au sommaire ce dimanche. Un nouveau cap pour l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel après les experts et les chefs d'état-major généraux des armées. C'est au tour des ministres de la Défense de rallier Ouagadougou pour entériner les stratégies mises sur pied pour barrer la route au terrorisme, une menace à la stabilité de la sous-région. À suivre également le lotissement L'autre mal du Burkina depuis l'annonce de l'appurement du passif foncier urbain et de la levée prochaine de la suspension des opérations de lotissement. Les habitants des quartiers non lotis ou des zones litigieuses sont sur le qui-vive. L'accès au logement ou au foncier urbain, une véritable bombe à retardement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Images et commentaires dans ce journal. À l'étranger, le virus Ebola, on le savait, toujours présent en RDC, mais pas des proportions aussi inquiétantes. Hélas, le risque de propagation de l'épidémie est élevé selon l'OMS qui tire à nouveau la sonnette d'alarme. Une douzaine de cas de fièvre hémorragique a été enregistré cette semaine, faisant un mort dans la zone de Bikoro. Voilà qui fait la une de l'actualité, mesdames et messieurs. Bienvenue. En marge de leur conseil qui se tient ce matin à Ouagadougou pour l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, les ministres de la Défense des pays membres de cet espace sous menace terroriste sont allés s'entretenir avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Tout est fin prêt selon Kala Moutari, le chef de la délégation, pour une lutte sans merci contre le terrorisme dans les pays membres du G5 Sahel. Le compte rendu avec Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, reçoit les ministres de la Défense des pays du G5 Sahel. En réunion depuis ce matin à Ouagadougou, ils sont venus lui faire le point des travaux de la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel. Pour les chefs de la délégation, les choses évoluent positivement. Les textes juridiques sont disponibles, toutes les forces sont sur place et les opérations pourront débuter bientôt. C'est une question dont l'opportunité sera tranchée par les responsables militaires. Pour le moment, ce que nous savons, c'est que nous sommes prêts à lancer ces activités. Nous sommes prêts à lancer les opérations dans la mesure où toutes les forces sont sur place. Il s'agit de les certifier et nous avons mis en place les documents juridiques qui encadrent l'action de ces forces sur l'ensemble de nos territoires. Donc ce n'est qu'une question de temps. Et cette question est réservée à la discrétion des responsables militaires. Les ministres de la Défense saluent la volonté affichée des chefs d'État de mettre en place une force conjointe pour la sécurisation des pays du G5 Sahel. Après le palais de Kossiam, les ministres de la Défense du G5 Sahel sont actuellement en concertation avec l'ensemble des généraux et chefs d'état-major des armées de la zone Sahel pour définir les stratégies nécessaires à même de fixer un nouveau cap pour l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Roger Kam, Nyakiteda pour l'ouverture des travaux. Les ministres de la Défense arrivent à la réunion avec un seul objectif: mettre tout en œuvre afin de fixer un nouveau cap pour l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. L'intensité de la menace sécuritaire, le niveau très élevé de la criminalité transfrontalière et les manifestations parfois violentes intercommunautaires font de l'espace une zone à risque dont l'autorité de l'État est régulièrement mise à cause. Les généraux et les chefs d'état-major des armées ont déjà exploré les larges allées et même les pistes les plus étroites à même d'identifier réellement les aspects nécessaires pour la pleine opérationnalisation de cette force conjointe. Nous sommes convaincus que les résultats seront à la hauteur des attentes de nos plus hautes autorités et de nos populations. Résultats qui seront principalement autour de l'atteinte de la pleine capacité opérationnelle de la force conjointe du G5 Sahel, le lancement officiel des activités de la force conjointe du G5 Sahel, le décaissement dans les plus brefs délais des ressources promises au profit de la force conjointe du G5 Sahel lors de la conférence de haut niveau sur le Sahel tenue à Bruxelles le 23 février 2018 et se conformant à la décision de la 4e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel tenue à Niamey le 6 février 2018. La mise en œuvre effective des dispositions de l'accord technique signé le 23 février 2018 à Bruxelles entre le G5 Sahel, l'ONU et l'Union européenne, accord définissant les modalités de l'appui fourni par la mission, notamment concernant les évacuations sanitaires, le génie
et l'appui logistique. L'accompagnement par la communauté internationale des efforts de la région en assurant un soutien prévisible et durable à la force conjointe du G5 Sahel, y compris l'adoption par le Comité de sécurité des Nations Unies d'une résolution dotant la force d'un mandat sous le chapitre 7 de la Charte. Outre ces questions cruciales, les ministres seront appelés à examiner les modalités pratiques afin de valider le cadre et la planification, ainsi que la conduite même des opérations militaires, afin d'éviter une deuxième échéance avortée à l'opérationnalisation effective du G5 Sahel. La session du Conseil des ministres prend fin ce jour même, en début d'après-midi, et sera sanctionnée par un communiqué final. Cap à présent sur Tougan pour l'inauguration d'un centre de tri et de valorisation des déchets solides de la ville. D'une valeur de 59 millions de francs CFA, c'est un joyau qui associe à la fois protection de l'environnement et création d'emplois. Un centre réalisé par le programme ERA avec le soutien financier de la coopération autrichienne de développement. Les précisions de Ousmane Savadogo et Yacouba Goro. Ce centre bâti sur une superficie d'environ 1 hectare a coûté la bagatelle somme de plus de 59 millions de francs CFA. Inauguré ici, il va permettre désormais de collecter et de traiter les déchets solides à Tougan. C'est une volonté de préserver l'environnement qui entre en droite ligne de la politique nationale de développement économique et social, selon le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. La question de l'environnement est au cœur du plan national de développement économique et social. Parce que le gouvernement est convaincu qu'aujourd'hui, il faut arriver à créer un nouveau concept économique autour donc, des questions de l'environnement. Il faut replacer la question du développement, la question de l'environnement au centre du développement. Et aujourd'hui, l'infrastructure que nous inaugurons ce matin est une très belle illustration de cette politique. C'est le recyclage donc, des déchets solides qui permet donc de développer de nouvelles activités, de créer des emplois. Et c'est ça qui est innovateur et c'est ça que nous devons encourager. On peut multiplier ce type d'initiatives dans toutes les communes de Burkina Faso. Et c'est de cette façon que tous les déchets solides, des sacs plastiques, etc., qui traînent dans nos villes, peuvent être recyclés et transformés en biens économiques et générer de la richesse et de la valeur ajoutée. Au-delà de cette vision de sauvegarde de l'environnement, d'hygiène et d'assainissement, ce centre va employer plus d'une centaine de femmes et de personnes vulnérables. C'est une volonté de mettre l'environnement au service de la lutte contre la pauvreté. Aussi, 4 tricycles et bien d'autres matériels utilisés dans la collecte et le transport des déchets solides ont été offerts à la mairie de Tougan au profit du centre. On s'intéresse à présent à la 19e édition des Journées des sciences de la santé, une édition qui s'achève sur une bonne note après 3 jours de travaux. Chercheurs et scientifiques ont en effet élaboré une feuille de route qui va sans doute contribuer à la promotion de la santé au Burkina. Hassan Gourabou et Amadou Lougué, explication. Elle aura tenu toutes ses promesses. La 19e édition des Journées des sciences de la santé referme ses portes à Bobo Dioulasso sur fond des recommandations allant bien sûr dans le sens de la promotion de la santé. C'est bien entendu la santé humaine, la santé animale et bien entendu dans un environnement sain. Donc tous ces 3 composantes-là ont été discutées durant ces 3 journées. Et ce que nous retenons et ce que nous attendons donc de l'aboutissement de ces journées, c'est qu'au niveau de notre pays, One Health devienne une réalité. Qu'au moins ces 3 composantes-là puissent travailler ensemble, aussi bien au niveau central et surtout au niveau périphérique. Qu'il y ait une conjugaison donc des efforts pour que l'homme vive de façon saine, pour pouvoir travailler et faire un développement harmonieux et durable pour notre pays. C'est sur cette note d'espoir que les différents acteurs de la santé ont mis fin à leurs travaux. Et tous les regards sont désormais tournés vers la 20e édition des Journées des sciences de la santé. Dans tout autre registre, le mariage d'enfants. Il est toujours d'actualité au Burkina. La situation est même inquiétante dans le San Matenga. Le département de la femme mobilise alors les ONG pour un plaidoyer auprès des autorités et des politiques, mais aussi des autorités coutumières et religieuses de la localité. Paul David Bambara et Kadi Sanogo. 11 cas de mariage d'enfants
ont été signalés en 2017 dans la commune rurale de Pibaoré. Pour lutter contre ces phénomènes, les autorités provinciales du ministère en charge de la femme du San Matenga, en collaboration avec l'ONG Plan International, section de Kaya, ont conjugué leurs efforts. C'est ce qui explique l'organisation de ces plaidoyers auprès des autorités coutumières, religieuses, administratives et politiques pour l'abandon du mariage des enfants dans cette localité. Nous avons initié cette activité dans le but en tout cas de sensibiliser la population sur les effets néfastes de la pratique du mariage d'enfants et d'interpeller les différents acteurs au niveau de la commune de Pibaoré sur leur rôle à faire valoir les droits des enfants. L'un des temps forts de cette cérémonie a été le débat avec les personnes ressources et la population autour de cette pratique ancestrale qui est un frein à l'épanouissement de la jeune fille. Un plaidoyer de ce genre doit amener tout le monde à s'accorder, tout le monde à comprendre le bien fondé de la lutte contre le mariage des enfants. Et aujourd'hui, on a vu que c'est une situation que tout le monde regrette, mais il faut trouver les bonnes mesures pour ramener le phénomène en arrière, pour que les enfants puissent véritablement bénéficier de leurs droits, puissent être des êtres qui vont pouvoir bien évoluer, notamment en milieu scolaire. Les leaders coutumiers et religieux de la commune rurale de Pibaoré ont pris l'engagement de ne plus donner les filles en mariage avant l'âge de 18 ans et de les laisser poursuivre leur cursus scolaire. Une autre difficulté dont on en parle peu, intimité oblige, des menstrues, comment s'y prendre en milieu scolaire avec l'effet de surprise surtout, ou se changer avec dignité dans des conditions d'hygiène appropriées, suivant le regard de Oumar Zambri. La menstruation est une période délicate pour les filles et particulièrement pour les filles scolarisées. Elles sont exposées au risque d'infections de tout genre. Pour éviter cela, il faut un cadre hygiénique approprié, ce qui n'est pas toujours évident dans les écoles. Les toilettes là sont trop sales. C'est très sale. Souvent même, rentrer pisser là, c'est trop compliqué avec nous. N'en parlons pas, aller se changer lors de notre menstrue. En tout cas, c'est trop compliqué avec nous. Donc souvent, nous sommes obligés de rentrer, se changer avant de revenir. Il y a des dames qui viennent nettoyer, mais en tout cas, quand les gens rentrent comme ça, ils ne peuvent pas se soulager en bas là, ils pissent au hasard comme ça. Donc on ne peut même pas rentrer voir. C'est sale. Si pour ces filles, il est difficile d'utiliser ces toilettes, d'autres par contre sont obligés de jongler avec ce que l'école leur offre. Ici au Zéna, on peut dire qu'on a de bonnes toilettes. Par exemple, au côté du bâtiment des premiers, là, on a de bonnes toilettes, mais c'est là-bas seulement. Dans les autres toilettes, là, c'est sale. Mais ici, là, au moins, à cause des imbus qui sont dans l'établissement, là, ils nettoient les toilettes. Donc, on peut dire que ça va. Mais si on pouvait améliorer encore plus, ça pourrait mieux aller. Les toilettes, là, en tout cas, ça va un peu. On peut dire, puisqu'il y a l'eau à notre disposition, il y a des boîtes pour utiliser comme boire. Maintenant, en période de menstru comme ça, on peut s'échanger, puisque il y a tout quoi, il y a presque tout. Seulement, c'est un peu sale parfois, mais je pense que ça revient aux élèves aussi de voir ça. Selon un rapport de l'UNESCO, en Afrique subsaharienne, une fille sur 10 ne va pas à l'école pendant son cycle menstruel, ce qui correspond, d'après les estimations, à environ 20% du temps scolaire perdu par année. Et pour l'amélioration des conditions de la jeune fille scolarisée, il faut que les établissements mettent en place des dispositifs pour accompagner les filles en période de menstruation. On l'annonçait en début de journal, le lotissement, une bombe, retardement. Plus de 105 000 parcelles ont été illégalement acquises selon l'enquête parlementaire de 2016. Accès aux fonciers urbains ou droit au logement, grande interrogation. Le débat fait rage à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso depuis l'annonce de l'appurement du passif foncier urbain et de la levée prochaine de la suspension des opérations de lotissement. Eh bien, le lotissement, l'autre mal du Burkina, reportage à suivre. Yamtenga, secteur 46, arrondissement 11, Ouagadougou. C'est là que Francis Kazouré a déposé ses valises en 1998. Une zone lotie en 2010, mais elle n'est pas attributaire. Et depuis lors, Francis Kazouré est sur ses nerfs. Moi, j'ai vendu le riz à Zangouetin, 25, la viande 25, riz 25, viande 25, pour venir payer ça là. Moi,
en tout cas ma maison, là, parce que le monde nous vaincra. Moi, je ne serai pas debout quand quelqu'un vient construire. Sarfalaou, ancêtre des non-lotis de Bobo Dioulasso. Ce septuagénaire qui réside ici il y a environ 4 décennies est dans tous ses états. Entre colère et indignation, il pointe du doigt les élus locaux. Son nom ne figure pas sur la dernière liste des attributions de l'arrondissement 5 de Bobo Dioulasso. J'ai eu 3 recensements ici même. Je suis allé demander à la mairie. On dit que moi, je suis non-résident. Je me dis, mais c'est pas vrai. Tous ceux qui je vois comme des maisons là sont venus me trouver ici. Le vieux Milogo est convaincu qu'il y a deal dans les opérations de lotissement. Ici, la foule s'acharne sur un homme qui tente de déguerpir la vieille cité. Malgré ses documents en main, il est contraint de rebousser chemin. L'accès au logement est un droit au Burkina, mais hélas, vous voyez tout ce beau monde-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu. La logique qui veut aussi qu'on continue à trouver une parcelle pour chaque Burkinabé, là, il faut qu'on se comprenne dessus. Ce qui est inscrit dans nos constitutions, c'est le droit au logement pour les Burkinabés. C'est ce que l'État doit garantir. Ce n'est pas le droit à la parcelle. Kouba, dans la commune de Koubri. L'espace disponible est désormais la propriété privée des sociétés immobilières. Pour un témoignage, ce résident réclame l'anonymat car la zone est risquée et les affrontements devenus légion entre autorités et résidents de la zone non lotie de Kouba. Quand tu vis dans un environnement où chacun est méfiant de l'autre, ça c'est pas intéressant. Moi je vais à la retraite bientôt, je suis dans les non lotis. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas. Donc mes mains sont entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi je me suis réfugié à Kouba en attendant d'avoir une parcelle. Je n'ai jamais eu une parcelle dans ma vie. Peut-être pas pour maintenant. Le foncier urbain devient de plus en plus inaccessible aux petites bourses. Et quand les promoteurs immobiliers s'y mêlent, c'est presque le désespoir. Le lotissement, l'autre mal du Burkina, c'est un grand reportage que nous vous proposons ce soir à 21h30 dans l'émission 52 sur la RTB. Suite du journal, cette fois hors de chez nous, l'OMS se prépare au pire des scénarios face à la propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. La maladie a déjà fait des victimes, un décès cette semaine et une douzaine d'autres contaminations de la fièvre hémorragique. Le foyer de l'épidémie se trouverait dans la zone de Bikoro. Suivons. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé s'attend désormais au pire des scénarios face au risque de propagation du virus Ebola. L'OMS a revu à la hausse le risque de contamination. Sur 32 cas, 18 personnes sont déjà mortes dans la région de Bikoro à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Même s'il s'agit d'une région rurale éloignée, explique ce responsable de l'OMS, le problème ici est que nous avons déjà 3 endroits distincts qui signalent des cas et qui couvrent jusqu'à 60 km et peut-être plus. Contrairement à la précédente épidémie d'Ebola, l'OMS s'est très rapidement mobilisée sur le terrain et se prépare à une vaste campagne de vaccination. 9 pays voisins ont été mis en état d'alerte. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mini-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.